Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la webconférence Comment ouvrir votre entreprise au Brésil, organisée par la CCBC, Chambre de commerce Brésil-Canada, en collaboration avec les consulats généraux du Brésil à Montréal et d'Investissement Québec. Mon nom est Michelangelo Madalena, je suis avocat en droit des affaires et directeur du chapitre Montréal de la Chambre. Et je suis très ravi d'être ici aujourd'hui pour vous parler des bons négocios, des comment réussir dans les affaires au Brésil. Mais avant de continuer, je tiens sincèrement à vous remercier de votre présence aujourd'hui. Vous saviez bien que depuis les débuts de la pandémie, nous sommes tous bombardés d'invitations à participer à une multitude d'activités en ligne. Moi-même, j'ai reçu 38 invitations les mois passés, presque 2 séances par jour. Et pour cela, merci infiniment de nous avoir choisis parmi votre collection d'invitations. Bon, sans plus tarder, je voulais maintenant inviter Madame Véronique Perron à prendre parole. Madame Perron est conseillère et spécialisée en Amérique latine et experte sur les marchés brésiliens chez Investissement Québec. Bonjour Véronique. Bonjour Michelangelo, merci beaucoup de cette invitation, très appréciée. Alors, très heureuse de me joindre à vous pour cette introduction aujourd'hui. Alors, je remercie en premier notre partenaire, donc la Chambre de commerce Brésil-Canada, qui a mis de l'avant cette activité et qui nous permet en fait aujourd'hui de nous présenter Investissement Québec et évidemment de rassembler un grand nombre d'entreprises qui souhaitent qui pensent au développement de marché sur le Brésil et plus spécifiquement à l'ouverture d'un bureau sur ce territoire-là. Donc, mon nom est Véronique Perron. Alors, comme le mentionnait Michelangelo, donc je suis l'expert responsable des relations commerciales entre le Brésil et le Québec chez Investissement Québec International, le volet exportation. Je suis en équipe avec 7 autres conseillers qui accompagnent donc des entreprises dans différents secteurs d'activité, notamment le transport, la santé, les technologies, ressources naturelles, l'aérospatiale, défense, sécurité, la construction, infrastructure, l'environnement, énergie et évidemment les industries créatives. Donc, tout ça pour le marché brésilien. On travaille tous les jours donc avec le bureau du Québec à São Paulo et pour identifier pour vous donc les gens d'affaires plusieurs opportunités puis vous mettre en lien en fait avec les bons contacts pour pouvoir faire avancer vos démarches à l'exportation. Le Brésil, évidemment, vous connaissez peut-être, donc c'est un marché d'immenses opportunités. Là, c'est un marché très prometteur, mais évidemment complexe et qui demande en fait un engagement réel et vraiment une vision à long terme. Donc, d'où l'importance de penser souvent d'avoir une présence sur le territoire. On le voit réellement, hein, les entreprises qui ont ouvert un bureau dans les dernières années, là, on voit évidemment qu'il y a beaucoup plus de facilité pour avoir accès au marché, pour maîtriser, comprendre le marché. Il y a un lien, c'est beaucoup plus facile évidemment de développer la relation client. Il y a un lien beaucoup plus facile avec les distributeurs locaux, entre autres. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile de pouvoir penser soumissionner sur un appel d'offres. Donc, en fait, ça vous donne une belle crédibilité d'être présent. Ça vous permet d'avoir une influence qui a un impact beaucoup plus grand sur le territoire. Donc, je peux vous confirmer qu'on a quand même beaucoup d'entreprises du Québec qui sont déjà là, bien implantées, puis on en a plusieurs autres aussi qui sont en avancement, en réflexion actuellement pour penser ouvrir une unité sur le Brésil. Puis justement, dans le but de pouvoir continuer à les aider à avoir cette réflexion-là, à penser ouvrir une présence au Brésil. Je vous annonce aujourd'hui que, donc, en collaboration avec la Chambre de commerce Brésil-Canada, Investissement Québec International va réaliser au cours des prochains mois, 4 capsules d'information qui vont être dédiées au sujet de l'implantation. Donc, on ira en profondeur avec des thèmes bien spécifiques et tout ça sera donc lancé là, au cours des prochains mois et avec plaisir. Donc, Investissement Québec International et la Chambre de commerce Brésil-Canada vous tiendront informés de ce qui s'en vient de ce côté-là. Donc, ce sera un bel outil pour vous pour pouvoir avoir une meilleure compréhension les enjeux, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut prévoir pour ouvrir cette entité-là sur le Brésil.
Donc, notre équipe Investissement Québec, le bureau du Québec à São Paulo, on est toujours là disponible pour pouvoir vous appuyer. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez quelques questions entre-temps. On est toujours là pour vous mettre en lien avec les bons contacts, nos partenaires privilégiés, notre réseau, autant au Québec qu'au Brésil. Et justement, à ce propos-là, il me fait grand plaisir là, donc de laisser la parole à Anne-Catherine et à Anne-Philippe qui vont vous parler beaucoup plus en détail de ce côté implantation-là. Donc, merci d'être présent à ce webinaire-là. Très heureuse donc de voir qu'il y a plusieurs personnes déjà intéressées à en savoir davantage. Donc, Michelangelo, je te repasse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Véronique. Avant de venir à la présentation de nos chevronnés conférenciers, il me revient de vous informer que cette conférence fait partie d'une série d'événements organisés par la CCBC dans le cadre de la Semaine du Brésil au Canada. L'objectif de la Semaine du Brésil au Canada, à part la célébration de la Fête nationale du Brésil, bien sûr, est la promotion des relations bilatérales Brésil-Canada dans les domaines d'affaires et culture. Cette année, désormais, les défis associés à la pandémie, nous avons quand même réussi à organiser une dizaine d'activités fort intéressantes. Vous pouvez vous inscrire en ligne et en savoir plus sur notre site web. Maintenant, je voulais présenter notre premier conférencier, Maître Anne-Catherine Brunswick. Anne-Catherine a créé le cabinet d'avocats GT Lawyers à Rio de Janeiro en 2017 et est l'associée principale à Rio. Elle travaille dans les domaines de droit des sociétés, des fusions et acquisitions, d'investissements étrangers et des contrats d'entreprise. Elle est spécialisée dans les conseils en droit de société, des opérations de fusion et acquisition et d'opérations transfrontalières impliquant des entreprises canadiennes et françaises. Elle conseille ses clients lors de la réorganisation, structuration et constitution de leurs sociétés dans leurs contrats de co-entreprises, d'associations et d'autres formes d'affaires, et donne des conseils aux investissements étrangers au Brésil. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour Michelangelo, merci beaucoup pour cette introduction absolument formidable. Je rajouterais que j'ai quand même pratiqué 15 ans à Montréal, donc mon territoire privilégié, c'est le Québec. Et je suis ravie d'être avec vous ce soir. Et je vais vous parler aujourd'hui donc bon, on a très peu de temps, donc en fait l'objet de ce panel est de vous présenter quelques éléments importants à considérer afin que les hommes d'affaires aient en tête deux points. Hein. Évidemment, je serais ravie de parler d'autres points, mais on va commencer par deux. La négociation d'un contrat de distribution, ça c'est une première étape quand on envisage de faire des affaires. Et un peu plus loin, si c'est le cas, l'ouverture d'une filiale au Brésil. Alors, il ne s'agit pas ici de vous fournir toutes les informations sur le sujet, simplement parce que bon, le temps imparti est trop court et puis de toute façon, il faut répéter plusieurs fois les mêmes informations, c'est normal. Donc, mais plutôt d'attirer votre attention sur un certain nombre d'éléments, de spécificités intéressantes pour vous si vous avez à négocier un contrat. Des petits flags pour vous dire, écoutez, faites attention à 2-3 petits points et notamment dans les matières du contrat de distribution et de la création d'entreprise. Donc, je vais vous parler dans un premier temps du contrat de distribution. OK. Anne-Catherine, on a déjà une question ici. Oui. La compagnie canadienne peut-elle utiliser des modèles standards des contrats de distribution qu'elle utilise pour ses distributeurs ailleurs dans le monde? Je pense qu'ici, la personne parle en bon latin des fameux templates. Exactement, exactement. Et c'est une question assez récurrente qu'on a, c'est-à-dire que les sociétés à la base, elles commencent à avoir une relation, elles ne veulent pas trop investir et elles ne veulent pas non plus perdre trop de temps. Donc, elles envoient un contrat standard et puis il y a un certain nombre de précautions à avoir. Nous, on fait pas mal ce qu'on appelle de la tropicalisation de contrats de distribution, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de points qu'il faut
effectivement regarder parce que le droit brésilien qui va s'appliquer au contrat ou qui risque fort de s'appliquer au contrat, même si la compagnie brésilienne, la compagnie canadienne met juridiction Canada, exige un certain nombre de, on va dire, de points d'attention. Alors, le premier, c'est la question de l'exclusivité. Le Code civil prévoit que si vous ne prévoyez pas au contrat le contraire, l'exclusivité se présumera, c'est-à-dire que votre distributeur sera le distributeur exclusif pour le territoire, à moins que vous l'ayez prévu au contrat. Donc, premier point à checker, c'est est-ce que vous voulez qu'il soit le distributeur exclusif? Si ce n'est pas le cas, indiquez au contrat. Le deuxième point, c'est la question de la rémunération. Important. Premièrement, sauf stipulation à l'effet contraire, même si le distributeur n'a pas agi dans l'endroit, dans la transaction, il va recevoir une rémunération, sauf si indiqué au contrat. Donc encore là, petit check, question à vérifier dans le contrat. Autre point important, la question des taxes. Très important parce qu'au Brésil, il y a un certain nombre de taxes qui peuvent s'appliquer sur les transactions. Toujours indiquer qui est en charge de payer quelle taxe. C'est une erreur que font souvent les sociétés. Il faut que ça soit précisé au contrat. Si ce qui est payé va être payé, les taxes vont être payées par le distributeur, les taxes vont être payées par l'entreprise, le fabricant, et quelle est la charge de chacun. L'autre point important, c'est au niveau de la résiliation du contrat. Le Code civil est un peu plus oblige à un certain nombre de règles à ce niveau-là. Il y a une question secondaire qui est non seulement la résiliation, mais les indemnités à payer en l'occurrence. Donc, ce qui est prévu, c'est que premièrement, en général, dans un contrat de distribution partout dans le monde, les distributeurs souhaitent que les contrats soient à une durée déterminée afin d'avoir un minimum de sécurité et pouvoir faire un amortissement au niveau des investissements. Ceci étant, ce n'est pas toujours le cas et le Code prévoit que dans les contrats à durée indéterminée, il doit y avoir un préavis minimum de 90 jours qui soit donné lorsqu'on met un terme au contrat. Là, je parle d'une terminaison sans faute. Donc, il faut donner un minimum de 90 jours de délai, un préavis. C'est très important de mettre un terme à ce contrat. J'ai des tas de clients qui sont dans des situations très précaires parce qu'ils n'arrivent pas à démontrer la date où commence la fin du contrat, entre guillemets, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de démontrer à des juges la date où ils ont donné le préavis, donc préavis formel de 90 jours. Et le Code prévoit aussi que le distributeur devrait être indemnisé pour les investissements éventuellement effectués et qui ne peuvent pas être nécessairement, on va dire, indemnisés par ce délai de 90 jours. Donc, dans le cas d'une terminaison d'un contrat sans faute du distributeur, le fabricant pourrait éventuellement prévoir le rachat du stock, un dédommagement pour quelques mois pour la perte de bénéfices, le remboursement des frais encourus de marketing, de promotion ou encore des frais de licenciement pour toute l'équipe commerciale qui a été obligée d'être achetée. Donc, c'est assez on dirait, assez vaste et c'est un risque que l'entreprise doit mitiger. Donc, le mieux à faire sur cette question, c'est que, en fait, les clauses d'indemnisation devraient être prévues dans le contrat de distribution. Et notez que si elles ne sont pas raisonnables, les tribunaux ont le pouvoir de les revoir.
Ceci autant dans le cas du contrat à durée déterminée qu'indéterminée. La jurisprudence a déterminé que dans les deux cas, c'était possible. Donc, pour résumer, si vous voulez, c'est important de bien réfléchir à cette question de mitigation, de mitiger les dommages et surtout de s'assurer aussi que les clauses de préavis sont claires afin d'avoir un minimum de sécurité contractuelle. Donc ça, c'était pour vous parler très, très succinctement. Évidemment, on peut passer des heures à discuter et à négocier un contrat de distribution bien fait. Simplement, c'était pour vous montrer quelques points qui justifient à tout le moins de vous arrêter, parce que le risque financier existe et ça vaut la peine d'avoir un minimum de sécurité là-dessus. On va maintenant parler assez rapidement de la création de société qui peut être une autre étape ou une étape subséquente si les contrats sont là. Et donc, la création d'une société pour la majorité des cas, d'une société à responsabilité limitée. Anne, nous avons une question à ce sujet. Oui. N'importe quelle société canadienne peut-elle investir au Brésil et détenir d'intérêts dans une société brésilienne? Absolument. Alors, ça, c'est quelque chose de très important pour les sociétés à comprendre, c'est que il n'y a aucune restriction au niveau du type d'associés. Il peut y avoir des associés brésiliens, des associés étrangers, des personnes physiques, des personnes morales. La question, elle n'est pas là. Le problème, il est dans qui va représenter ces associés et comment on va répondre aux exigences que impose le fisc brésilien. Donc oui, pour répondre à la question, il est possible absolument d'avoir des associés étrangers, canadiens, 100%, personne physique, personne morale. Maintenant, évidemment, il y a des exigences. Alors là-dessus, je voudrais passer un peu une ligne du temps qu'on montre à nos clients. Si Andresa peut nous la montrer au niveau du PowerPoint, ça serait plus simple. Pode colocar o slide 3, por favor? Qu'à ce moment-là, je pourrais accompagner avec vous les étapes qui sont beaucoup plus nombreuses pour créer une société que ce qu'on a au Brésil, que ce qu'on a au Canada. J'ai déjà créé des sociétés au Canada en 24 heures. Au Brésil, on peut mettre facilement 4, 5 mois, dépendamment de la réactivité des clients. Michelangelo, est-ce qu'on voit mon PowerPoint ou pas? Je suis pas sûr. Laisse-moi regarder. Peut-être on demande. Je pense pas non plus. Hein? Je pense qu'il est là. OK. Voilà. Bon, ça, c'était le premier slide sur les 3 points de considération, l'exclusivité, la rémunération, la question de la résiliation. Je pense qu'après ça, la CCBC pourra vous remettre une copie de ce PowerPoint. Plus important maintenant, regardons la question de la création d'une société limitée. Slide 3. Voilà. Alors, non, isso é o 4. OK. Donc, on peut, pour vous faire un bref voyage, entre guillemets, parce que c'est assez compliqué, de la question de la création de la société, il faut avoir des gens qui savent ce qu'ils font. Premièrement, il faut avoir des gens qui connaissent tous les écueils au Brésil et qui vont pouvoir vous orienter
sur comment faire les démarches d'une manière les plus simples et les moins frustrantes pour vous, parce que j'ai vu des gens qui n'arrivaient pas à avancer. Donc, on va passer rapidement là-dessus. Moi, je suis à votre disposition derrière pour en parler. Je suis avocate au Québec, je suis avocate au Brésil, je connais les démarches. Il n'y a rien de sorcier, mais c'est lourd par rapport à ce qu'on peut avoir pour créer une société au Canada, c'est clair. Donc, premièrement, un associé étranger, il doit avoir nécessairement une procuration. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit de poser des actes lui-même au Brésil. Il doit avoir quelqu'un qui le représente au Brésil. Pourquoi? Parce que le fisc brésilien, les organes brésiliens, toutes les administrations veulent avoir quelqu'un à qui répondre. Donc, on va faire une procuration qui va avoir vraiment un certain nombre de pouvoirs, de gérer tous les biens de l'associé étranger au Brésil. Nous, à titre d'avocat, on remplit souvent ce rôle parce que c'est un rôle qui est un peu, entre guillemets, on regarde un peu ce qui se passe, on est les yeux de l'associé étranger et on n'a pas d'intérêt. Donc, on est neutre. C'est important d'avoir quelqu'un qui peut avoir ce rôle un peu. Et à ce moment-là, vous devez signer une procuration. Cette procuration, elle va être signée devant notaire. Et nous, on va vous demander, après ça, de nous donner, en étape 2, toute la documentation pour justifier qui sont les associés, qui a le droit de signer la procuration, en vertu de quelle résolution. Et tout ça, on va devoir le voir pour créer la chaîne de commandement et justifier la signature de la procuration. Ensuite, vous allez faire notarier cette procuration devant un notaire au Canada. En parallèle, on va demander pour les associés personnes physiques de créer leur inscription au registre fiscal. Pour les personnes physiques, ça se fait à l'étranger sur le site et par le biais éventuellement du consulat. Ensuite, la procuration signée va aller au Brésil avec tous les documents qui vont prouver qui a le droit de signer, les passeports, la résolution, le registre des compagnies, l'acte de constitution et la procuration. Vous nous amenez tout ça au Brésil. Ça ne peut pas être traduit au Canada. J'ai plein de clients qui ont essayé de le faire, qui ont des contacts avec des Portugais, des Brésiliens. C'est refusé. Il faut que ça soit fait par quelqu'un enregistré au registre de commerce de São Paulo, de Rio, du Sud, peu importe. Donc, ensuite, les documents sont traduits au Brésil et enregistrés au registre des titres et documents. C'est un registre civil. Avant que les documents étrangers soient enregistrés, ils ne valent rien. On ne peut rien faire. Donc, si vous avez une procuration assignée d'urgence, un appel d'offres à faire d'urgence, une création de société à faire d'urgence, vous n'arriverez pas à le faire si vous n'avez pas rempli ces 5 petites étapes très simples, mais qui doivent être faites. Ensuite, pour la création de la société, nous allons créer au registre de la Banque centrale où tous les flux d'argent doivent être enregistrés pour pouvoir rentrer et sortir sans problème, une paire. C'est-à-dire, premièrement, on va créer un numéro pour la société étrangère et après ça, on va créer la paire investisseur étranger en investissement au Brésil. Donc, ça, c'est la démarche à la Banque centrale. Parallèlement à ça, les sociétés canadiennes, elles, ont créé leur inscription fiscale au Brésil. C'est le CNPJ. Vous avez certainement dû entendre parler de ça. Il n'y a pas une société qui est capable de signer un contrat au Brésil, même sans avoir créé sa société, sans avoir un CNPJ. Et par la suite, on va finalement parler du contrat social. Qui sont les associés? Alors,
au Brésil, ce n'est pas des statuts, ce n'est pas quelque chose d'aussi simple. C'est vraiment un contrat qu'on écrit, où on écrit tout ce qu'on prévoit dans la société, qu'est-ce qu'a le droit de faire l'administrateur, quels sont les pouvoirs, à combien ils doivent voter les associés, quels sont les objets, qu'est-ce qu'elle a le droit de faire. Donc, on élabore avec vous le contrat social et ensuite de quoi on l'enregistre au registre du commerce. Et là, une fois que cela est fait, eh bien, il va falloir enregistrer le capital qui va être envoyé pour qu'il puisse ressortir et que surtout, les dividendes puissent être payés, le cas échéant, aux associés étrangers, puisque c'est une des mesures encore phares, mais pas pour longtemps, je pense, Philippe pourra nous en parler. À l'heure actuelle, au Brésil, les dividendes n'étaient pas, jusqu'à présent, taxés. Donc, c'était fort intéressant pour les sociétés. Donc, voyez que c'est une démarche qui est assez longue, qui peut s'accompagner de négociations sur les contrats en parallèle, qui peut s'accompagner de préparation des appels d'offres, qui peut s'accompagner d'un paquet de choses, mais qu'il ne faut pas négliger. Você pode trocar o slide para o 4? Tá. Alors là, c'est ce que je parlais, des démarches. E agora do 5. Et donc, pour, si vous voulez résumer, pour vous qui avez l'habitude de faire affaire au Canada, aux États-Unis ou même en Europe, les délais de création de sociétés sont inhabituels pour vous, sont longs. Donc, laissez-vous du temps, laissez-nous du temps pour ne pas vous retrouver dans des situations complexes inutilement. Ensuite, comme je disais, aucun document canadien ne pourra être utilisé, que ce soit dans un appel d'offres international, que ce soit dans un appel d'offres national, a fortiori, que ce soit pour la création d'une société, que ce soit pour la signature d'un contrat. Il vous faut les documents consularisés, notariés, traduits, enregistrés. Donc, laissez-vous là encore du temps. Et deux points extrêmement importants. Quand on a j'ai participé à beaucoup de trade missions du consulat canadien ou du Bureau du Québec ou du ministère des Relations internationales de Véronique, où on a des gens qui viennent et ils cherchent immédiatement des relations commerciales. C'est très important aussi, si vous voulez faire affaire au Brésil, d'avoir des petites antennes pour trouver des relations qui pourraient éventuellement être les ponts avec ce que vous voulez faire plus tard. Parce que si vous voulez créer une société, ça vous prend un représentant des associés étrangers au Brésil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une personne au Brésil qui va recevoir les pouvoirs de la procuration dont je parlais plus tôt. Donc, l'associé étranger qui est à 100% de la société, il doit nommer quelqu'un au Brésil qui va avoir les pouvoirs pour gérer et le représenter dans tous ses actes. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ça peut être un avocat, comme je vous dis, ça peut être un comptable, mais il faut quand même avoir une bonne relation et avoir une lettre d'entente et s'entendre. Ensuite, vous avez l'administrateur de la société au Brésil. L'administrateur, c'est le director, c'est l'administrateur dans une compagnie au Canada. C'est celui qui a la main au portefeuille, qui signe les chèques, qui signe les contrats. Et il ne peut être que résident au Brésil. Donc, c'est pareil, il faut que ce soit quelqu'un que vous ayez une confiance, il faut quelqu'un que vous ayez trouvé dans le cadre de vos relations commerciales. Si vous faites une acquisition, si vous faites un partenariat, c'est plus facile. Si vous faites une création de société,
c'est plus difficile d'avoir quelqu'un comme ça sous la main à qui vous avez confiance. Ceci étant, il est possible, on a des solutions, ça peut être pendant le temps de la création, l'avocat, un peu plus tard, le comptable, mais ce n'est pas idéal à moyen terme parce que c'est simplement des palliatifs. Ceci étant, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des gens à trouver, des liens de confiance à faire. Et éventuellement, et surtout au Brésil, je dirais, faire des vérifications sur chaque personne avec qui vous souhaitez faire affaire par la suite. Donc, demander à ce qu'il y ait un background check qui soit fait sur ces personnes-là. Donc là, je voulais vraiment faire un portrait très, très rapide, sommaire de ces deux questions. Je suis évidemment à votre disposition pour en parler soit par chat, soit plus tard, on peut donner email et puis se recontacter, ou après la présentation de Philippe. Merci. Merci, merci Anne. Une présentation fort intéressante. Je voulais maintenant, au début de la conférence, nous avons un petit problème technique qui nous a empêché de parler avec l'ambassadeur Nédio Saint-Georges. Et je voulais prendre l'occasion maintenant de lui inviter à parler. C'est pour ça que je voulais inviter les consuls généraux du Brésil à Montréal, l'ambassadeur Nédio Saint-Georges, à prendre parole. Monsieur l'ambassadeur. Oui, bonjour à tous. Maintenant, je crois que tout le monde me voit. Bonjour à tous. Moi aussi, je m'excuse de problèmes techniques que nous avons eus, qu'on a tardé un peu pour les résoudre, mais j'aimerais dire quelques mots dans cette séminaire très important. Je serai très bref. Je voudrais tout d'abord remercier la Chambre de commerce Brésil-Canada pour avoir organisé cet événement autour de la célébration de la date nationale du Brésil. Pour moi, c'est un honneur de participer à l'ouverture de ce webinaire qui porte des informations très pratiques et claires sur l'ouverture des entreprises au Brésil. Mais, comme j'ai dit, je vais dire seulement quelques brefs mots, parce qu'à mon avis, il y a des excellentes opportunités pour les entreprises si on considère les relations bilatérales et les potentiels économiques et commerciaux entre le Brésil et le Québec en particulier. Malgré cette période de pandémie, les relations entre le Brésil et le Québec sont dans un moment très positif en raison de l'intérêt mutuel. L'importance du Brésil, sa puissance économique, le dynamisme de la culture brésilienne attirent sans doute l'attention du gouvernement du Québec. Le Brésil est le principal partenaire commercial de la province en Amérique du Sud. La collaboration technique entre les partenaires québécois et brésiliens aussi fonctionne très, très bien. Le Québec et le Brésil partagent plusieurs priorités et peuvent être considérés comme des partenaires complémentaires, tant institutionnels que commerciaux. Ils peuvent bénéficier d'un échange plus intense d'idées et de solutions sur divers sujets de politique de préservation de l'environnement, au développement des technologies innovantes, par exemple. Lors de l'évaluation des données commerciales entre le Brésil et le Québec au cours de la dernière décennie, on a une croissance annuelle qui dépasse la croissance nationale Brésil-Canada. Et malgré la pandémie, par exemple, il y a eu une augmentation du commerce avec le Québec en 2020 par rapport à l'année précédente. Le Brésil a accru ses investissements dans les infrastructures technologiques et la qualification de ses professionnels et n'a pas cessé d'améliorer le cadre juridique et les instruments visant à encourager l'innovation. Statistiquement, les secteurs au Brésil avec plus d'investissements étrangers sont l'agro-industrie, l'automobile, énergie renouvelable, sciences de la vie, infrastructure, pétrole et gaz. Mais évidemment, il y a beaucoup d'autres opportunités dans d'autres secteurs.
J'aimerais en particulier souligner l'importance des énergies renouvelables. C'est important de dire que le Brésil se distingue dans le monde par l'utilisation croissante des sources renouvelables, contribuant ainsi à une plus grande réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec des valeurs compatibles avec les engagements pris dans l'accord de Paris. Comme référence, le Brésil dispose actuellement de 83% de sa matrice d'électricité provenant des sources renouvelables. La participation est dominée par l'énergie hydroélectrique, 63, presque 64%, suivi de l'énergie éolienne, de la biomasse, du biogaz et de l'énergie solaire centralisée. L'utilisation de tous ces potentiels de sources renouvelables d'énergie disponibles est très encourageante, non seulement pour les aspects technologiques et écologiquement durables, mais aussi pour les questions socio-économiques, car elles génèrent des emplois et des revenus par la population. Bon, en conclusion, je remercie à la CCBC et à tous pour l'opportunité. J'apprécie beaucoup les contributions que nous devons suivre, que nous sommes en train de suivre avec nos distingués conférenciers, l'équipe de la CCBC. Comme j'ai dit, nous sommes très heureux d'avoir l'occasion d'entendre ces informations très pratiques sur l'ouverture des entreprises au Brésil. Et j'espère que ce séminaire puisse contribuer d'une manière très concrète à la croissance des affaires entre le Brésil et le Québec et évidemment, dans le sens général, entre le Brésil et le Canada. Merci beaucoup pour cette opportunité. Comme j'ai dit, j'ai essayé d'être très bref, mais je crois que c'était important d'enregistrer quelques mots, cette petite mot sur ce sujet important de l'ouverture d'entreprises au Brésil. Merci beaucoup, merci pour l'attention. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Ce sont des formations très utiles et intéressantes. Merci pour votre participation à cette conférence. Maintenant, je voulais passer à notre deuxième conférencier, Maître Philippe Jeffrey. Philippe est associé chez FCR Law à São Paulo et responsable du bureau canadien. Son domaine d'expertise couvre des questions de droit fiscal, en particulier la fiscalité internationale, la planification fiscale, la structuration des transactions domestiques internationales. Philippe est originaire du Canada, où il a obtenu un bac en droit et en maîtrise en droit fiscal. Il est également membre du barreau du Québec, mon confrère. Ex-associé de chez PwC au Brésil, Philippe a acquis une vaste expérience dans les conseils aux multinationales, dans les relations avec le Brésil, l'Amérique latine, l'Europe, la planification et la mise en place de structures internationales fiscalement efficaces. En outre, il a développé une multitude de projets d'investissement d'entreprises canadiennes au Brésil. Son expertise comprend également la restructuration d'entreprises, la révision et la optimisation des prix de transfert et la planification fiscale internationale pour les family offices. Bonjour Philippe. Bonjour Michelangelo, ça va bien? Ça va très bien. Premièrement, merci beaucoup pour la très longue introduction. Je pense que l'introduction va être plus longue que ma présentation aujourd'hui. Et je te remercie beaucoup et très content d'être avec vous aujourd'hui pour discuter sur la fiscalité au Brésil un peu. Philippe, on peut commencer par une question. On a déjà reçu une question ici. Du point de vue fiscal, est-il plus avantageux d'opérer au Brésil avec ou sans une compagnie? Je vais répondre simplement à ta question, Michelangelo. Ça dépend. Hein? Je vais essayer ici de partager mon écran. J'ai une petite présentation ici.
que vous voyez la présentation, Michel-Angelo? Oui, mais c'est en mode, c'est pas en mode visualisation. Maintenant, je pense que c'est correct, hein? Oui. Bon, je disais, en réponse à ta question, Michel-Angelo, je disais que ça dépend. Véronique a mentionné en début de sa présentation que le marché brésilien est un peu plus complexe que les autres marchés. Et puis que c'est souvent intéressant pour une compagnie du Québec ou une compagnie du Canada qui veut commencer à faire des affaires ici au Brésil, à penser à ouvrir une filiale ici au Brésil. La décision, les gens me posent souvent cette question-là. Philippe, est-ce que j'ai besoin d'une compagnie pour faire des affaires au Brésil? La réponse est non. Une compagnie du Québec ou du Canada peut très bien vendre des services, licencier du software ou de vendre des marchandises directement du Québec sans avoir l'obligation d'ouvrir une compagnie ici. Mais souvent, dépendamment d'avec qui vous allez négocier vos contrats ici au Brésil, ça peut arriver avec une certaine fréquence que les compagnies brésiliennes vous disent qu'ils sont extrêmement intéressés par vos produits et par vos services, mais qu'ils voudraient acheter ces produits, ces services-là d'une compagnie ici au Brésil. Donc, évidemment, c'est une première indication pour que la compagnie au Québec commence à penser, bon, est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir une compagnie? Le deuxième point également, Véronique a aussi mentionné ça un peu, ça a certains avantages, évidemment, d'avoir une compagnie ici au Brésil. Et si vous envoyez des gens au niveau des relations commerciales que vous allez avoir avec vos clients ici au Brésil, ça fait évidemment toute une différence. Et puis la dernière, que je vais aborder un peu aujourd'hui, rapidement, évidemment, je n'ai pas la prétention en 10-15 minutes que vous deveniez des experts en impôts ici au Brésil. C'est vraiment pas l'idée. Mais dans certains cas, ça peut également être intéressant d'ouvrir une compagnie au Brésil pour des raisons fiscales. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les deux alternatives. La première alternative que je vous montre à l'instant, c'est le cas où la compagnie du Québec décide initialement, au moins, de vendre ses services, software ou des marchandises directement du Québec sans l'intermédiation d'une compagnie ici au Brésil. Donc, du côté gauche de ma présentation ici, je vous montre un peu les différents impôts qui sont dus lorsqu'une compagnie ici au Brésil paie pour des services ou paie pour du software à une compagnie du Québec et du Canada. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs impôts qui sont dus sur ces transactions-là. Il y a des impôts qui sont fédéraux, d'autres impôts qui sont de l'État et on a également ici au Brésil l'imposition d'impôts au niveau des municipalités. Donc, c'est quelque chose de très important à comprendre. Je vais vous montrer ensuite un exemple de comment ces impôts-là sont calculés, mais vous pouvez voir très rapidement que du point de vue des services et des softwares, l'imposition sur les transactions avec software est beaucoup moins élevée que les transactions sur les services. Donc, je travaille avec plusieurs compagnies canadiennes qui se spécialisent en technologie. Donc, normalement, ces compagnies-là vont rendre des services et vont également licencier la technologie. Donc, je travaille avec eux pour essayer de voir comment on est capable d'allouer ces montants-là pour évidemment essayer, dans la mesure du possible, d'allouer une plus grande partie au niveau des softwares, parce qu'encore une fois, l'imposition est beaucoup plus bas qu'au niveau des services, et essayer, encore une fois, dans la mesure du possible, de limiter au maximum le montant qui va être alloué au niveau des services. À droite, je vous montre maintenant l'imposition lorsque vous exportez des marchandises du Québec, du Canada vers le Brésil. Encore une fois, il y a plusieurs impôts. Souvent, lorsque les gens voient un peu les taux qui sont applicables sur ce genre de transaction-là, leur première réaction, c'est de me dire, écoute Philippe, je suis incapable d'être compétitif au Brésil avec ce genre d'impôt-là. C'est souvent pas le cas. Évidemment, il peut y avoir certains cas que la compagnie du Québec doit penser possiblement avoir une opération ici au Brésil plus robuste pour essayer d'avoir une certaine production locale. Mais ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que
au moins les 3 derniers impôts que je vous montre ici, qui est le IPI, puis les COFINS, le ICMS, sont des impôts également que les compagnies ici au Brésil doivent payer. Donc, encore une fois, ça ne veut pas nécessairement dire que vous n'êtes pas compétitif, même si initialement, vous voyez que les taux peuvent être assez très élevés. Le seul impôt qui est plus important pour vous, c'est le premier, qui sont les droits à l'importation, qu'on appelle ici au Brésil II. Le taux va varier en conformité comme le code tarifaire du produit. Mais c'est l'impôt probablement le plus important pour vous parce que c'est un coût sur la transaction. Donc, évidemment, si vous vendez des produits au Brésil, le II va être un coût sur l'opération. Et puis, s'il y a une production locale du même bien que vous vendez, évidemment, la compagnie locale ne sera pas sujet au II. Donc, c'est probablement l'impôt le plus important à voir le taux qui s'applique et voir si ce coût additionnel-là va vous permettre d'être compétitif ici au Brésil. Les autres impôts également, l'importation, le IPI, puis les COFINS et CMS, sont des impôts qui sont normalement créditables ici au Brésil, donc pour un coût de la transaction. Ici, je vous montre exactement les 3 mêmes scénarios, sauf que je vous montre ici comment le calcul des impôts est fait. Ici au Brésil, les impôts, le calcul des impôts est souvent un impôt par-dessus un autre impôt qui crée le fameux effet cascade ici au Brésil. Donc, c'est vraiment important de faire l'exercice avant de vendre vos services ou vos produits ici au Brésil pour voir, quelles sont les taxes qui vont être dues sur la transaction, comment que le calcul est fait pour voir en bout de ligne comment quelque chose qui est vendu du Canada vers le Brésil, par exemple, si je regarde les services, qui est au milieu de mes calculs, quelque chose qui est vendu pour 1000, pour être capable de récupérer les impôts qui sont dus sur la transaction, le service doit être vendu pour 1200, par exemple, pour être capable Donc, c'est quelque chose de très important. Puis, comme je dis souvent à mes clients, un des aspects très importants pour avoir du succès au Brésil, c'est de prendre un peu plus de temps nécessaire. Évidemment, lorsque je travaille avec des compagnies du Québec et des compagnies du Canada, c'est mon travail de vous aider à comprendre, à simuler tout ça pour ne pas avoir de mauvaises surprises en bout de ligne. Parce que si vous ne prenez pas le temps de comprendre et de voir comment les impôts sont calculés, vous pouvez, j'ai vu quelques compagnies qui m'ont consulté une fois que l'exercice a été fait sans consulter un avocat fiscaliste ici au Brésil. Et puis évidemment, souvent, la transaction a créé une perte au niveau de la compagnie, du Québec. Donc, c'est un exercice qui est vraiment très important à prendre le temps et à faire. La deuxième alternative, bon, c'est un peu en sujet de la question que Michelangelo me posait initialement, est-ce que c'est plus avantageux du point de vue fiscal de faire des affaires ici au Brésil avec ou sans compagnie, comme je vous l'ai mentionné, ça dépend un peu des situations. Mais lorsque la compagnie du Québec prend la décision d'ouvrir une filiale ici au Brésil, évidemment, la compagnie brésilienne va payer des impôts ici au Brésil. Au niveau de la revente de services et de software, il y a des impôts qui sont dus sur le revenu brut et également un impôt qui est dû au niveau des municipalités, qui est la table du côté gauche que je vous montre. Et puis, lorsque la compagnie ici au Brésil fait de la revente de marchandises, au niveau de la revente, cette transaction-là va également créer un autre niveau d'impôt ici au Brésil, qui sont les impôts que je vous montre ici, au niveau de la table du côté droit. Évidemment, une fois que la transaction est faite localement, ce ne sera pas une grande surprise pour vous. Évidemment, la compagnie ici au Brésil est sujet à l'impôt des sociétés. L'impôt des sociétés ici au Brésil est divisé en deux. Il y a l'impôt sur les sociétés de 25 % qu'on appelle le IRPJ, et il y a également une contribution qui est due sur une base de calcul qui est pratiquement similaire à l'impôt sur les sociétés, qui est due au taux de 9 %. Anne a mentionné un peu la question, à savoir qu'aujourd'hui, les dividendes qui sont payés du Brésil vers l'actionnaire
à l'étranger sont exonérés d'impôts. C'est vrai, sauf que c'est vrai probablement pour seulement quelques mois, parce que les autorités ici au Brésil sont présentement en train de discuter une réforme assez importante du régime fiscal ici au Brésil. Et puis, un des éléments le plus important de la réforme fiscale serait, parce qu'évidemment, l'information change pratiquement toutes les semaines, mais l'idée serait de réduire le taux d'impôt qui est aujourd'hui un taux combiné de 34 et de réduire ce taux-là à 26 donc une réduction assez importante, mais en même temps de commencer à imposer le paiement de dividendes à un taux de 15 Donc, il y a vraiment beaucoup de critiques en ce moment. Il n'y a pas encore de décision finale sur le taux de la réduction de l'impôt des sociétés et également quel serait le taux sur la retenue d'impôt sur le paiement de dividendes. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de critiques parce que ça pourrait facilement augmenter la charge fiscale ici au Brésil. Donc, c'est quelque chose pour vous d'avoir en tête. Comme je vous mentionne, la décision finale n'a pas encore été prise, mais c'est pratiquement clair que l'an prochain, on devrait avoir une réduction du taux d'impôt sur les sociétés et commencer à taxer le paiement des dividendes locaux et également le paiement de dividendes à l'étranger. Donc, ça peut être un peu épeurant de voir ce que je vous montre ici. C'est exactement le même exercice, mais c'est un exercice de simulation fiscale qu'on fait pour nos clients ici, qui sont cette fois-ci une simulation où, qui est la partie supérieure de mes calculs, normalement, lorsqu'une compagnie du Québec ouvre sa filiale ici au Brésil, au moins initialement, la compagnie du Québec va devoir vendre ses services en premier à la compagnie ici au Brésil, le software ou les marchandises. Et ensuite, la compagnie ici au Brésil va revendre ces services-là, le software et les marchandises. Donc, la première étape, c'est le même calcul que je vous montrais antérieurement au niveau de la vente de services, de marchandises du Québec vers le Brésil. Dans le milieu, c'est le calcul des impôts lorsque la compagnie brésilienne revend les services ou la marchandise ici au Brésil. Et la troisième partie du calcul, c'est le calcul de l'imposition de la société par l'impôt sur les sociétés. Et en bout de ligne, à savoir, bon, une fois que je vends quelque chose du Québec pour 1000, qui va être vendu, par exemple, pour 1400 au Brésil, combien va me rester de profit dans ma compagnie ici au Brésil? Donc, ici, on montre un calcul complet. Lorsqu'une fois on a payé les impôts sur les sociétés, quel est le montant de profit qu'il reste dans la compagnie ici au Brésil, qui peut effectivement être payé comme dividende. Encore une fois, comme je vous mentionnais, lorsque je travaille avec des compagnies du Québec, compagnies canadiennes, on travaille beaucoup au niveau de ça, parce que souvent, comme je vous mentionnais, la compagnie va vendre un mix un peu de tout ça, des services, des marchandises, et possiblement également licencier son software, de voir comment on est capable d'allouer les valeurs pour chacun de ces calculs-là pour essayer d'avoir un traitement fiscal le plus avantageux possible. Encore une fois, on essaie d'éviter d'allouer une partie très grande au niveau des services, de réduire dans la mesure du possible et d'allouer une valeur plus importante au niveau du software ou des marchandises. Bon, pour terminer ma présentation, important de savoir qu'évidemment, il y a une convention fiscale entre le Brésil et le Canada. Malheureusement, la convention va généralement ne pas réduire les taux d'impôt qui sont applicables ici au Brésil. Donc, aujourd'hui, par exemple, le paiement de dividendes n'est pas sujet aux impôts, donc la convention n'aura pas vraiment d'effet au niveau des dividendes. Un paiement d'intérêt du Brésil vers le Québec ou vers le Canada est sujet à une retenue d'impôt de 15 qui est également le taux normal dans la convention. Il n'y aura pas une réduction supplémentaire. Il y a une exception si le prêt est fait par Exportation et Développement Canada. Dans ce cas-ci, il peut y avoir une réduction de la retenue d'impôt à 10 Au niveau des redevances, également, le taux local est de 15 donc la convention, encore une fois, ne réduira pas davantage ce qui est dû localement. Mais ce qui peut être important,
pour la compagnie au Canada. La convention inclut un article qu'on appelle en anglais tax sparing. C'est quoi le tax sparing? C'est la possibilité pour la compagnie au Canada de se créditer l'impôt étranger qui est payé ici au Brésil à un taux supérieur au taux qui est actuellement dû ici au Brésil. Donc, si je prends l'exemple, par exemple, de l'intérêt, comme je vous ai mentionné, un paiement d'intérêt du Brésil vers le Québec est sujet à une retenue d'impôt de 15 %. Le traité peut permettre à la compagnie au Québec à se créditer d'un taux d'impôt de 20 %, même si la retenue d'impôt ici au Brésil a été de 15 %. Donc, c'est comme un bénéfice additionnel de 5 %. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant pour les compagnies canadiennes qui ont des investissements ou qui ont des opérations ici au Brésil. Et encore une fois, en règle générale, le traité, la convention ne va pas réduire les taux qui sont dus localement. Donc, c'était mon survol rapide que je voulais vous mentionner. Également, comme Anne vous a mentionné, vous allez avoir les coordonnées ici à São Paulo. Donc, si vous avez des questions, ça me fait toujours grand plaisir de discuter avec les compagnies du Québec, du Canada, pour essayer de leur montrer, parce que Véronique a mentionné ça initialement, que le marché brésilien est un peu plus complexe. Que, oui, ça peut être un peu plus complexe, mais en même temps, si vous avez des bons conseillers ici au Brésil, il y a plein de compagnies du Canada qui ont des affaires ici au Brésil, puis tout le monde est capable de comprendre ce qui se passe, d'avoir une idée. Donc, c'est complexe, mais encore une fois, si vous avez des bons conseillers ici au Brésil, c'est pas si complexe que ça. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Très intéressant. Présentation. C'est difficile de faire un sujet si compliqué paraître simple. C'est un art, j'imagine. Bon, mais merci beaucoup, Philippe. Bon, je profite de l'occasion pour inviter tous les participants à communiquer avec nous ou à se rendre sur notre site web pour apprendre davantage au sujet du marché d'affaires brésilien. Et pour finaliser, au nom de la Chambre de commerce Brésil-Canada, je voudrais remercier tous les participants pour leur présence et en particulier la participation de nos invités, l'ambassadeur Nedilson Georges et Madame Véronique Perron et nos conférenciers Anne-Catherine et Philippe. Merci beaucoup à tous pour votre présence et participation. Bonsoir à tous. Merci, Michelangelo. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci, bonsoir.